Jean Fortier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Vous vous présentez comme candidat à la mairie pour Coalition Montréal. Si on avait à résumer en quelques mots votre proposition politique, votre programme, qu'est-ce que ce serait? Bien, écoutez, d'abord, je fais depuis longtemps la question de la gouvernance quelque chose de très important. La gouvernance, c'est pas simplement pour l'intégrité des personnes, des gens qu'on élit, mais aussi ce que ça permet aux élus de savoir comment prendre une décision convenablement, comment avoir accès aux organigrammes complets, nominatifs de la ville, puis y compris aux citoyens puis aux reporters. Alors, pour nous, les questions de gouvernance sont très importantes, que les gens sachent dans quel contexte ils se situent, puis comment prendre une décision bien mesurée. La rationalité dans le sens de la raison plutôt que les émotions, parce que souvent, aujourd'hui, il y a des émotions. L'efficacité des services qui en découlent, c'est très important. Il faut faire plus avec moins. Il faut se servir aujourd'hui des outils informatiques comme une banque, comme une succursale de Tim Hortons. Il faut que les instruments soient à la disposition des gens pour diminuer les coûts puis augmenter la qualité de l'information qu'on obtient du système. Maintenant, plus directement, dans le transport, on a illustré aujourd'hui qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le métro pour sortir davantage de rendement avec moins d'investissement, repenser le rôle de la communauté métropolitaine. Aujourd'hui, la Ville de Montréal l'ancienne Ville de Montréal ne représente à peu près que le tiers de tout l'ensemble métropolitain. Parce que c'est bien différent de l'époque où vous étiez en politique municipale avec la communauté urbaine, où c'était... La ville, c'était 2 millions. La communauté métropolitaine, c'est la grande région de près de 4 millions. C'est ça. Mais en plus, il faut admettre que c'est là où le développement se fait davantage. La Couronne Nord, par exemple, se développe à un rythme de 3 % par année ces années-ci. Alors, le poids démographique, le poids économique de la communauté métropolitaine fait qu'on doit s'intéresser davantage et on doit justement avoir une structure fédérative qui permet aux maires de banlieue d'avoir un poids plus important. Mais par contre aussi de gérer des enjeux, comme les enjeux culturels devraient être gérés au niveau de l'ensemble des 4 millions de personnes. On aura la chance, si vous permettez, M. Fortier, de revenir sur ces différents sujets-là tout au long de l'entrevue. Mais j'aimerais savoir un peu plus sur vos motivations. Qu'est-ce qui vous a amené à faire un retour en politique municipale, parce que, bon, vous avez été élu avec Pierre Bourque, vous avez été conseiller municipal de 1998 à 2001. Vous avez fait le choix de ne pas vous représenter lors de l'élection de 2001, lorsque Gérald Tremblay... Non, je me suis présenté. Ah, vous étiez présenté. Je me suis présenté très discrètement. Donc, mon erreur. Je me suis présenté très discrètement pour des raisons qui seraient un petit peu compliquées aujourd'hui, mais qui avaient un petit peu un rapport avec l'intégrité puis les problèmes à ce moment-là. Mais je me suis présenté dans Côte-des-Neiges. Et c'est ça, et vous n'avez pas... J'ai pas été élu comme Pierre Bourque, alors je suis retourné à la vie civile. Et puis, entre-temps, j'ai fait un peu de politique fédérale. J'ai travaillé au cabinet du chef de l'opposition. Je m'occupais de la période de questions. Puis après... Un peu sur la scène québécoise aussi, si je ne m'abuse. Oui. Non, une implication peut-être plus militante. Non, à peine. C'est-à-dire que ce qui arrivait très souvent, c'est que des gens me demandaient de les aider. Puis quand la personne en vaut la peine, je peux pas hésiter à les aider. Alors, c'est arrivé à différents niveaux, mais pas directement comme candidat, pas à ce niveau-là. Et par la suite, j'étais vraiment préoccupé par les problèmes de management, de gestion, de gouvernance que j'ai rencontrés à la Ville de Montréal et j'ai décidé de compléter une maîtrise en ingénierie. Moi, je suis un banquier de profession. J'ai toujours été dans le développement d'équipements, de projets et ainsi de suite. Mais j'étais vraiment préoccupé par ça au point que je suis allé faire une maîtrise en ingénierie sur la gestion des contrats, sur la gestion des activités de la Ville de Montréal. Et vous voulez, et j'en déduis, vous voulez mettre à profit cette expertise-là au bénéfice des Montréalais. Absolument, ça va de soi. Mais c'est surtout pour vous dire que c'était vraiment une préoccupation constante. Moi, je suis sorti de l'université au moment où la préoccupation, c'était l'énergie. Il fallait faire plus avec moins dans le domaine de l'énergie et j'ai travaillé dans le domaine des économies d'énergie. Puis, malheureusement ou heureusement, quand je suis sorti de la Ville de Montréal, c'était l'enjeu de la corruption. Et j'ai été l'un des premiers, et souvent seul pendant longtemps, à dénoncer la situation de corruption qu'il y avait dans différents secteurs, et particulièrement de la Ville de Montréal. Qui s'est aggravée par la suite. Oui, j'ai été le premier et longtemps à réclamer la Commission Charbonneau. J'ai déposé 2 rapports à la Commission Charbonneau. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis impliqué émotivement dans la question. Et d'un point de vue de rationalisation et d'un point de vue d'intégrité, c'est quelque chose qui me préoccupait au plus haut point. Maintenant, je vais être bien franc avec vous, là, sans fausse modestie. J'ai souvent aidé les autres. C'est arrivé dans la dernière campagne électorale. Puis souvent, je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas moi-même? Alors, cette fois-ci, on me l'a demandé, puis je me suis présenté. Et pourquoi Coalition Montréal? Coalition Montréal, parce que, en particulier,
leur programme démocratique, véritablement, ou est-ce que, par exemple, il n'y a pas de ligne de parti nécessairement qui va se jouer quand on sera là? Vous dites qu'il faudrait peut-être s'inspirer un peu de ce que Toronto fait en matière d'organisation de la politique municipale. Oui, sauf qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. Il y aura toujours des partis politiques, davantage à Montréal qu'à Toronto. Aussi, c'est important, par contre... Mais juste avant, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'expérience de Toronto? L'expérience de Toronto. D'abord, premièrement, à Toronto, il y a beaucoup moins d'élus. Et ça, je ne suis pas favorable à ça parce que le minimum qu'un conseiller municipal devrait pouvoir faire, c'est visiter toutes les portes de son quartier. Alors, j'ai de la misère à comprendre. Donc, pas de réduction d'élus? Non, je crois pas. Sous un mandat? Non, au contraire, c'est peut-être la réduction du nombre de cadres. À la Ville de Montréal, il y a peut-être... C'est comme les arbres qui sont tombés dans la Côte-des-Neiges il y a quelques jours. Peut-être que la couronne est peut-être un petit peu plus grosse que ce que la structure peut supporter. Donc, c'est pas le nombre d'élus qui est le problème. C'est comment les élus peuvent prendre des décisions, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre l'organigramme, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre l'administration générale. Bon. Maintenant, pour revenir à votre question sur Toronto, c'est sûr que ça empêche la polarisation. Ça empêche des débats stériles où les gens s'opposent simplement pour s'opposer. Mais si vous voulez, par contre, avoir un minimum de politique, et je dis de politique, mais pas de gouvernement, parce qu'un conseil de ville n'est pas là pour faire des lois, il est simplement là pour faire des règlements pour que ça fonctionne mieux. Donc, quand M. Coderre laisse entendre que Montréal, c'est un gouvernement local, c'est un gouvernement de proximité... Ça, je ne suis pas d'accord du tout, parce que, d'abord, premièrement, si c'était vrai, il faudrait qu'il parle d'une seule voix avec la communauté métropolitaine. Si c'est ça vers quoi ça en va, bien, il faut que la communauté métropolitaine soit une sorte de fédération de municipalités, mais parler uniquement de lui-même, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'on a déjà 3 autres niveaux de gouvernement, c'est-à-dire que la communauté métropolitaine... scolaire aussi. Ça, c'est autre chose. Oui, mais ça, c'est une vocation particulière, c'est une mission particulière. En France, les municipalités s'occupent de la brique des écoles, puis le gouvernement du salaire des professeurs. Ici, c'est autrement. Il y a des gens qui veulent repenser. D'ailleurs, est-ce que vous seriez favorable à ce que M. Coderre propose, entre autres, de reprendre, ou a proposé à un moment donné, de reprendre la gouvernance ou la gestion des bâtiments scolaires, que ce soit une responsabilité municipale? Oui, d'accord. Moi, je vais vous dire en général, ce que je pense, c'est que la Ville de Montréal devrait se concentrer dans ce qu'elle connaît le mieux, dans ce qu'elle gère le mieux. Déjà, la gestion des immeubles, la gestion des immobilisations à la Ville de Montréal, c'est pas parfait. Moi, je l'ai vécu. Je demandais, par exemple, combien de mètres carrés emploie-t-on? Combien y a-t-il d'employés? Les normes élémentaires, les ratios élémentaires, on n'est pas capable de les avoir. L'administration est trop grosse? L'appareil est trop gros? Non, c'est pas qu'elle est trop grosse, c'est qu'on manque de mesures, de façon de mesurer des choses élémentaires. Par exemple, il nous arrivait des contrats pour remplacer des tapis. Okay? Bon, alors on disait, plus bas soumissionnaire, c'est tant. Alors je disais, oui, mais on en a fait la semaine dernière. On a combien du mètre carré cette semaine par rapport à la semaine dernière? Les toitures, c'était la même chose. Ah, ben là, finalement, on a eu des résultats, puis on a réussi à savoir. Mais non seulement on peut pas savoir précisément parfois combien d'employés on a, mais on ne sait pas combien de mètres carrés de bureaux on a. On ne sait pas en général s'ils consomment 10 mètres carrés par employé ou 15 mètres carrés par employé. Donc, avant de faire quoi que ce soit, de décentraliser ou de centraliser, il faut mesurer, identifier les activités, puis les mesurer. Puis seulement là, c'est pas pour fouetter les gens pour qu'ils soient plus productifs, c'est le minimum pour savoir comment distribuer les budgets, qui est responsable des budgets. Donc, c'est pas une question de trop gros ou trop petit, c'est une question de mesurer avant de prendre des décisions. Ça aurait dû être fait quand on a fait les fusions municipales. On aurait dû dire, bon, ben voici une municipalité qui va se fusionner avec Montréal. Son déneigement représente tant de kilomètres. Ses ordures représentent tant de tonnes. Parce que vous avez vécu, alors que vous étiez au conseil municipal, une partie de cette période de transition-là. Oui, effectivement. Ben, quoi que nous a été imposé par le comité de transition, là. Mais moi, j'étais particulièrement favorable à ce moment-là parce que ça nous forçait à faire l'exercice. Mais malheureusement, l'exercice n'a pas été fait. On a fusionné les budgets sur une base politique, puis on a défusionné sur une base politique. Puis en plus, ben là, on a inclus le degré d'administration matricielle, qu'on peut dire, des arrondissements. C'est-à-dire que
par exemple, les parcs sont une responsabilité centrale à certains égards, puis l'arrondissement à certains autres. Les plus grands à la ville-centre, les parcs de proximité. Par exemple, ou les rues, la voirie artérielle, la voirie locale, et ainsi de suite. Ça veut dire que les citoyens, ils ont deux champs, c'est-à-dire qu'il y a deux responsables pour toute chose. J'ai rien contre ça. Moi, ça me fait rien que vous déléguiez ou que vous centralisiez. Je n'ai pas de préjugés pour l'un ou pour l'autre. On n'a pas à défaire, par exemple, ce que, si vous prenez le pouvoir, ce que le maire Coderre a implanté dans les dernières années, une réforme du financement des arrondissements, transférer certaines compétences, entre autres par rapport au déneigement à la ville-centre. Est-ce qu'on a à jouer dans les structures? Pour le moment, là, avant de jouer dans les structures, là, ça, c'est comme, par exemple, des succursales de Tim Hortons. Il ne faut pas ouvrir une succursale de Tim Hortons si vous n'avez pas un minimum de méthodes et procédures. À la Ville de Montréal, malheureusement, dans la plupart des champs, il n'y a pas de méthode et procédures standards. Les gens peuvent avoir des politiques différentes, peuvent appliquer de façon différente, mais il faut mesurer quand même avec des méthodes et procédures communes. Et après, on décidera si on délègue ou si on centralise. Mais même, par exemple, en décentralisant ou en centralisant le déneigement, il ne s'agit pas de se fixer des normes en disant « ça devrait être fait dans 5 heures », ça devrait être... Il faut regarder comment on opère ces choses-là. Par exemple, Mme Plante a dit l'autre jour, il faudrait que l'émission des permis soit informatisée. Très bonne idée. Ça, je suis parfaitement d'accord. Même dans mon temps, on aurait voulu faire ça. Mais quand le système SAP est venu à la Ville de Montréal, puis qu'on a essayé... SAP qui est un système de gestion informatique, c'est ça? International. Okay. Mais si c'est pas standardisé d'avance, s'il n'y a pas de méthode et procédure, vous pouvez pas informatiser ça. Puis même si vous voulez informatiser, si le fonctionnaire qui est là, lui, il fait selon son gré, puis ça n'empêche pas les décisions discrétionnaires, puis ça n'empêche pas le temps d'évoluer. Alors, avant de faire ça, malheureusement, on ne peut pas avoir des outils informatiques si on n'a pas mis la maison en ordre d'abord. Je souhaiterais qu'on parle avec vous peut-être plus concrètement, parce que vous me permettrez l'expression, c'est quelque chose qui semble essentiel selon vous que de revoir ces structures-là. Peut-être pas les structures. Pardonnez-moi, pas les structures, vous avez bien raison. Et même pas les façons de faire, juste les identifier. Puis Identifier les problèmes, tout ça. Donc, un travail peut-être plus d'arrière-boutique. Un travail qui est peut-être, dont les résultats seront peut-être moins visibles pour les citoyens. Oui, mais par exemple, savoir le nombre d'intersections qu'on a à Montréal, pour savoir quel pourcentage on a fait de marquage des intersections. Puis après ça, quand on dit, bien, il faut un budget supplémentaire, on dit très bien, il vous en manque 30 bien, on va vous donner 30 de plus de budget. Vous savez, il faut mesurer avant de donner de l'argent à quelqu'un. Donc, ce que vous nous dites, si on résume, c'est ça prend des indicateurs pour être capable de bien gérer les finances de la Ville. Faisons attention, les indicateurs, absolument, c'est des indicateurs de performance, mais c'est à peu près ce que vous dites. C'est ça. Je dirais, je suis néophyte dans ce domaine, j'essaie de vulgariser. Oui. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle de plus concrètement ce que le citoyen obtiendrait en quelque sorte, ou comment sa vie changerait si vous êtes élu comme maire de Montréal. Oui. On a parlé un peu de démocratie. Vous nous dites, bon, il n'y a pas nécessairement trop d'élus à Montréal. On garde ça comme ça. Par contre, vous souhaitez qu'il y ait un vote libre qui soit permis. Bon, trois niveaux. En tout cas, c'est la politique. Absolument. C'est la politique. C'est la proposition de Premièrement, votre au niveau du comité exécutif. Oui. OK? La compétence devrait être la première règle pour le choix des membres du comité exécutif, sans égard au parti d'où ils viennent. Est-ce que selon vous, ça ne l'est pas suffisamment en ce moment? C'est-à-dire, on a vu récemment le maire Coderre changer des gens de position, puis ainsi de suite. Puis en général, c'est selon les lignes de parti. Ça, c'est pour la compétence. Maintenant, au niveau des comités, vous savez, tous les niveaux de gouvernement, c'est un peu comme ça. Si vous n'êtes pas nommé au comité exécutif, vous avez un prix de consolation, vous êtes nommé président de la commission de ceci, vice-président de la commission de cela, bon, ainsi de suite. Alors, finalement, vous réussissez à placer à peu près tous vos élus si vous êtes dans le parti au pouvoir. Et puis là, ça fait des primes. Alors, la deuxième chose, c'est une question d'intégrité. Quand ces gens-là vont voter dans les différents comités, s'ils n'ont pas été nommés selon une ligne de parti, ils vont peut-être être davantage, ils vont être encore plus libres. Bon, la troisième chose, c'est qu'il faut qu'ils soient là aussi physiquement. Parce qu'il y a des gens qui disent, comme le maire du plateau Mont-Royal qui dit, M. Ferrandez, qui a dit, moi, je perds mon temps quand je vais à l'hôtel de ville, j'aime mieux m'occuper de mon arrondissement. Soit, mais sauf qu'il y a des fonctions aussi qui sont centralisées. Il faut que les gens des comités soient rémunérés en fonction de la présence physique, des jetons de présence ou autre chose, parce qu'il faut aussi qu'ils en donnent aux citoyens pour leur argent. Il ne faut pas que ça soit, encore une fois, des récompenses politiques. Donc, c'est ça pour ce qui est de la répartition selon le parti, puis la liberté de voter dans un vote. Puis encore une fois, vous savez, autour d'une table, là, quand on est objectif,
quand on laisse de côté un peu ses émotions, 90% du temps, les gens vont y aller par consensus. Moi, quand j'étais au comité exécutif, il y a eu des centaines, si ce n'est pas des milliers de décisions. 3 fois, des gens demandaient des votes. C'est pas parce qu'on les imposait. Puis moi, ma fonction, c'était, comme président, de me taire tant qu'il n'y avait pas consensus. Alors, des fois, je me disais, ça me tente de parler, puis ça me tente. Puis j'attendais à la dernière minute, puis les gens s'entendaient. Quand on laisse une chance aux gens de comprendre les choses, en général, ça se fait presque toujours par consensus. Je veux qu'on parle de vos candidats. D'une part, vous avez fait le choix de ne pas présenter de candidats dans tous les postes qui sont à pourvoir. Et beaucoup de vos candidats sont issus de la diversité. Oui. C'était quelque chose qui est important pour vous? Bien sûr, absolument. Mais d'abord, premièrement, ils sont représentatifs de leur milieu. Moi, je suis né dans un quartier cosmopolite. Je veux dire, pas tout à fait né, là, mais j'ai été élevé dans Snowden. Donc, dans Côte-des-Neiges. Dans Côte-des-Neiges, c'est ça. J'ai vécu aussi à Outremont, c'était assez cosmopolite. J'ai vécu et j'ai été conseiller dans Darlington. Ça me surprend pas du tout. Puis moi, j'y trouve plaisir à ça. Pour moi, je vous le dis, là, sans choquer les gens, la question identitaire, c'est relativement secondaire pour moi. Quand je voyage, je me trouve bien dans un pays musulman, aussi bien que dans un pays nordique, je pense bien. Alors, quand je suis à Montréal, c'est la même chose. Mais les gens demandent à être représentés. Je pense qu'il y a du rattrapage à faire dans certaines communautés culturelles. Du point de vue linguistique aussi, j'étais très frappé parfois de voir à la Ville de Montréal que dans les grands pans d'administration, il y avait peu de gens même qui étaient bilingues. Puis presque 50% de la population de Montréal qui est anglophone ou allophone. Est-ce que selon vous, on doit offrir plus de services de langue anglaise aux citoyens? Non, ça, il y a des lois provinciales là-dessus. Ça, je ne rentrerai pas là-dedans. Là. Ça, c'est régi par des lois. C'est pas la question. Mais c'est relativement surprenant que, quand même, vous savez, on fait des études secondaires et on apprend l'anglais. Puis, il y a des diplômés universitaires. C'est difficile de comprendre que il y a un certain nombre de personnes qui peuvent pas s'exprimer. Mais ça, c'est personnel d'une certaine façon. Mais à tout le moins, la représentation des minorités visibles, la représentation des minorités. Il y a des groupes ethniques qui savent pas, par contre. J'ai rencontré des Coréens l'autre fois qui le constataient. Pour vous dire la vérité, même eux comprennent pas la structure administrative de la ville. C'est comme quand on demande à des citoyens d'avoir des comportements civiques par rapport aux déchets, par rapport à ceci, par rapport à ça, de voter même. Quand on demande à un immigrant, après 5 ans ou 10 ans, de faire un choix pour voter pour un parti ou pour un autre, puis on lui tord les bras presque quand on fait du porte-à-porte. Il faut comprendre, d'abord, premièrement, que très souvent, ils viennent dans des pays où est-ce que c'était pas très démocratique. Puis deuxièmement, même nous, là, après 30 ans, 40 ans de lire les journaux, on n'est pas certain. Alors, les minorités ethniques, les minorités visibles, parfois aussi, ils n'ont pas la perception. Je dirais pas qu'elles sont retournées sur elles-mêmes, mais parce qu'elles sont confortables dans cette attitude-là, ben, ils comprennent pas tout à fait les structures de la ville. Alors, il faut les aider aussi, mais il faut démocratiquement qu'il y ait des représentants qui les représentent. Et vous mentionnez donc vous affirmez aussi que les gens issus de la diversité sont sous-représentés chez les employés de la ville. Oui. De quelle façon l'administration municipale peut faire pour attirer plus de ces Montréalais-là à soumettre leur candidature sur des postes? Oui. Bon. Bien, ça, je voulais expliquer un peu. Ce que je pense, là, c'est que d'abord, il doit y avoir plus de transparence parce qu'entre nous, là, assez souvent dans des secteurs, on voit des appels d'offres. Moi, souvent, je fais du mentorat avec des jeunes, des ingénieurs, toutes sortes de gens, puis ils lisent des appels de candidature et puis la description est tellement attrayante, tu comprends? Puis je leur dis, ben oui, mais est-ce que vous voyez pas que c'est une description qui est assez générale, qui est de nature? Puis on se demande parfois si c'est pas un peu une forme de cooptation, s'il n'y a pas une reproduction de la culture. Ça, c'est important. Il ne faut pas que la ville, dans sa culture administrative, se reproduise elle-même toujours dans le même modèle. Donc, ça explique peut-être une difficulté de recrutement peut-être plus générale dans la fonction publique, mais spécifiquement pour les gens issus de la diversité. Est-ce qu'il doit y avoir mise en place de programmes incitatifs, de discrimination positive, de quotas pour s'assurer d'avoir une fonction publique qui représente la diversité montréalaise? Oui, c'est ça. Mais quand vous parlez de discrimination positive, là, il y a toujours la personne qui est dans la majorité puis qui dit, ben oui, mais c'est toujours une femme, ou c'est toujours ceci, ou c'est toujours cela. Mais c'est sûr qu'à compétence égale, on devrait faire un petit effort pour avoir une discrimination positive. Mais franchement, il faut quand même Donc, pas nécessairement de quotas de postes réservés à des gens racisés, non, ça, mais je veux dire, à compétence égale, on privilégie. Exactement. Okay. Sauf que sans avoir des quotas, quand on n'atteint pas des proportions de la société, là, il faut se poser des questions. Puis ça, c'est au service du personnel, puis à d'autres services, de regarder la sociologie de la population, puis savoir si la réponse administrative
est bonne quant à ça. Mais il faut d'abord que l'administration soit transparente. Nous reste peu de temps. Ouais. Il nous reste peu de temps. On va y aller avec quelques questions en rafale, des questions courtes, des réponses courtes aussi. Est-ce que l'élection du maire de l'arrondissement Ville-Marie devrait se faire au suffrage universel, plutôt que ce soit le maire de Montréal qui devient automatiquement le maire de l'arrondissement Ville-Marie? Ça a été contesté, là, puis on est allé de l'un à l'autre, alors je suis ni pour ni contre, bien au contraire. OK. Rapatrier la gestion du Vieux-Port du gouvernement fédéral à la ville, ce que souhaite M. Coderre. Le Vieux-Port. Peut-être au niveau provincial aussi, parce que c'est éminemment un équipement récréo-touristique collectif, comme les grands parcs, comme les équipements du Biodôme, tout ça. Alors, pourquoi pas au niveau provincial ou au niveau de la CMM, encore une fois. Le retour des expos à Montréal, on est pour ou on est contre? Ça, le retour des expos à Montréal, je suis pas contre, mais personnellement, moi, j'ai eu à transiger avec des magnats, des multimillionnaires, des milliardaires dans certains cas, comme Jeffrey Loria, et je vous le dis, c'est pas facile. Propriétaire des expos version 1.0. C'est ça. Alors, regardez, là, il y a beaucoup d'exploitation de la ferveur populaire et de la vanité des politiciens dans certains cas. Le 375e de Montréal, ça a été un succès selon vous? Oui, c'est un succès. Je pense que, bon, évidemment, il y a bien des gens qui trouvent que ça a été beaucoup d'argent lancé. On peut pas être contre les célébrations. Il y a eu une bonne année touristique à Montréal qui n'est pas entièrement due à ça. Le taux de change y est pour quelque chose, l'attitude des Canadiens par rapport aux Américains. On peut pas être contre les célébrations. Maintenant, est-ce qu'on va en faire à tous les 5 ans, à tous les 25 ans, à tous les 75 ans? Ça, je ne sais pas. 5, mais c'est tombé comme par hasard une année électorale. Ça, c'est... L'interdiction de la location à court terme de type Airbnb. Non. Moi, là, sur la question d'Airbnb, aussi bien que sur Uber, comme avait dit pratiquement le premier ministre du Québec, c'est difficile d'aller à contre-courant. Il y a des avancées technologiques, il y a des changements sociologiques. Et il faut surtout bien encadrer du point de vue fiscal puis du point de vue commercial. Il ne faut pas que ça devienne un capitalisme sauvage, mais d'un autre côté, il y a là une source d'attraction touristique. Et puis, c'est surtout parce qu'il faut s'adapter, mais en encadrant bien, en ne refusant pas, en ne faisant pas de populisme avec les questions. Et est-ce qu'on doit se réjouir du départ possible d'Uber de Montréal? Non, au contraire. Je pense que toute cette question-là, d'abord, premièrement, ils peuvent être remplacés par un autre. La question d'Uber se pose dans quelques années, ça sera peut-être la question des véhicules qui sont sont dirigés à distance. Alors, encore une fois, il ne faut pas refuser de voir comment encadrer correctement ces phénomènes-là qui vont évoluer. Vous savez, on dit un chauffeur, parce qu'au 19e siècle, il fallait chauffer la bouilloire, vous savez, mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire aujourd'hui que tout le mode de fonctionnement, tout le modèle d'affaires soit celui-là. Ça a fonctionné à certains endroits, puis ça a été bien encadré. Je pense que c'est ça la solution. Doit-on toujours avoir confiance envers le SPVM? Ah, bien certainement. C'est élémentaire. Si vous me dites qu'il ne faut pas avoir confiance à ces policiers. Ou disons qu'il y a eu quand même certaines affaires, disons ça. Oui, bien ça, il y a une commission d'enquête là-dessus. On verra bien ce qui est... les sources journalistiques. Bon, est-ce qu'on doit toujours... C'est ça. Oui, c'est évident. Ça n'a pas attaché votre confiance envers la haute direction? Ah, écoutez, j'ai été indirectement relié au SPVM, dans le temps de la communauté urbaine plutôt. Mm-hmm. Et c'est sûr que c'est pas un corps de police qui est parfait, puis il n'est pas nécessairement parfaitement transparent à certains égards, mais je suis très mal placé pour juger de la situation aujourd'hui. Doit-on maintenir le partage des pouvoirs entre la ville-centre et les arrondissements? Oui, comme je vous ai dit, c'est pas une question de centraliser ou de décentraliser, c'est d'avoir des méthodes et procédures qui nous permettent de voir clair pour les uns, pour les autres, pour donner les meilleurs services finalement, et de sortir des champs où on n'est pas nécessairement bon. On doit d'abord être des bons concierges pour ces citoyens. Est-ce qu'on doit maintenir le droit au référendum pour les citoyens dans les règlements, lorsqu'il y a des règlements d'emprunt ou des modifications au zonage? Je pense que oui. Je pense que c'est sûr que, bon, on a constaté peut-être ce que certains appellent des abus, mais il faut quand même que ultimement les citoyens aient un recours, puis il ne faut pas que ça soit aux 4 ans. C'est-à-dire qu'on entend des maires de petites ou de grandes villes puis dire, je ne suis pas content, vous ne m'élirez pas dans 4 ans. Écoutez, il y a des choses qui sont spécifiques, il y a des enjeux qui sont spécifiques, les gens doivent en débattre autrement que simplement donner une opinion éclairée. Grand projet immobilier dans Pierrefonds-Ouest qui divise les deux principales formations politiques. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce développement immobilier-là? Ça, on a pris position hier, puis c'est relativement clair. OK. Et quelle est la position? C'est sûr qu'on est contre ça. OK. La législation sur les pitbulls, les chiens dangereux, est-ce que c'est une bonne législation? Est-ce qu'on doit la conserver? Bon, écoutez,
Les pitbulls, là, d'abord, premièrement, c'est la question du maître et pas notre position là-dessus, c'est celle de la SPCA. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne doit pas discriminer les animaux. Il y a des questions de code civil, c'est des questions provinciales, ça devrait être uniforme à la grandeur du Québec. Est-ce que vous êtes pour ou contre des aménagements dans le Code de la sécurité routière pour permettre le stop IDAO aux cyclistes? C'est-à-dire de faire grosso modo un stop américain aux intersections et un arrêt au feu de circulation. Ça, j'ai un préjugé, puis je suis un délinquant moi-même, je dois l'avouer. Je fais entre 3 000 et 5 000 km de vélo sur 12 mois chaque année. D'accord? Alors, je vais vous avouer que mes stops, je ne les fais pas toujours. Quand on est un cycliste, en général, on a une meilleure perception de l'environnement, puis il y a des circonstances qui nous permettent de le faire. Maintenant, il faudrait que ça soit mesuré, puis je voudrais pas non plus que ça amène davantage de délinquance, mais ça dépend des circonstances. Je pense qu'il devrait y avoir de la tolérance de ce côté-là. Et en terminant, est-ce que vous croyez à vos chances d'être élu maire de Montréal? Mais certainement, sinon je ne serais pas là. Jean Fortier, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.